C'est la fin des vacances pour nous, pour vous aussi peut-être, et un retour à la réalité et l'actualité économique et politique qui, elle, n'a pas profité de la trêve estivale. Cet été a semblé très favorable au gouvernement. Une bonne reprise économique, notamment, qui permet de mettre fin, selon les mots de Bruno Le Maire, au quoi qu'il en coûte. La politique du gouvernement, très interventionniste durant la crise sanitaire, semble avoir porté ses fruits. Alors même qu'elle n'émane pas réellement de la matrice LREM, elle traîne néolibérale. Le quoi qu'il en coûte, nous en sommes déjà sortis. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Nous avons protégé notre économie. Et nous avons fait ce choix collectivement. Et j'entends pas beaucoup de voix d'ailleurs pour critiquer les choix stratégiques du gouvernement en matière économique pendant cette crise. Nous avons protégé des salariés, évité la vague de faillite, évité la vague de chômage qui se serait soldée non seulement par une crise économique, mais par une crise politique digne de celle des années 30. À cela, s'est ajoutée l'annonce du plan de relance européen. Quoi de mieux qu'une bonne politique keynésienne pour assurer un soutien aux pays meurtris par 2 ans de Covid? Mais un cadeau qui paraît et insuffisant et empoisonné. Rentrée toujours avec Emmanuel Macron qui s'est rendu à Marseille dès le 1er septembre. Au rendez-vous, rencontre avec les habitants des quartiers nord de la ville notamment, d'élus locaux et annonce d'un plan de grande ampleur. Plusieurs centaines de millions d'euros pour venir en aide à la cité phocéenne. Que ce soit à gauche ou à droite, ce déplacement fait grincer des dents. Pas de doute en tout cas, pour le président, il s'agit bien de la dernière ligne droite avant les présidentielles. Vous en avez entendu parler, mais ce n'est peut-être pas la nouvelle de l'été qui vous a le plus marqué. Et pourtant, il est sorti au beau milieu d'incendies qui ont ravagé la Méditerranée, du nord au sud et d'est en ouest, de pics de chaleur au Canada et d'une série de catastrophes naturelles. C'est le fameux rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé à la fin des années 80, qui a pour mission d'évaluer et de mieux comprendre les risques liés au dérèglement climatique. Impact de l'homme sans équivoque sur ce dérèglement, un dérèglement climatique sans précédent, des événements météorologiques extrêmes. Ce rapport n'a rien de très réjouissant et devrait davantage alerter les pouvoirs publics. Bref, c'est la rentrée et on vous retrouve pour cette nouvelle saison avec Thomas Porcher. Souvenez-vous, il y a un an, en plein cœur de la crise du coronavirus, les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne se réunissaient pour enfin tenter d'apporter une solution à la crise économique à venir. Solution inspirée des États-Unis, keynésienne et efficace, un plan de relance massif de 750 milliards d'euros pour les pays de l'Union. Il faut dire que le projet de Joe Biden, fraîchement élu et accueilli à la présidence par une pandémie, est particulièrement ambitieux. 1 900 milliards de dollars prévus pour venir en aide aux ménages américains. L'équivalent de 1 595 milliards d'euros, soit le produit intérieur brut d'un pays comme l'Italie en 2020. C'est un plan de sauvetage historique, salué par un grand nombre de personnalités démocrates du pays et par des personnalités de gauche à internationale. Plus de 7 millions de nouveaux emplois vont être créés. 15 milliards vont être alloués pour la vaccination, 50 milliards pour les tests, 126 milliards vont aller aux écoles et 350 milliards aux collectivités locales. Massif, ambitieux, historique semblent même être des adjectifs insuffisants pour décrire ce plan de sauvetage. Dans le cadre du plan de relance du vieux continent, la France, elle, va toucher un chèque de 5,1 milliards d'euros. Alors la France, ce n'est pas les États-Unis. Mais peut-on réellement parler d'un plan de relance ambitieux à l'échelle de l'Union et quelles vont être les conditions de ce prêt? Est-ce un bon présage pour cette période de relance qui mettrait fin, d'après Bruno Le Maire, enfin à la politique du quoi qu'il en coûte? Salut Thomas, bon retour parmi nous. Bonjour Elsa, ça va? Tu as passé de bonnes vacances? Très bien, et toi? Très bien. Alors, les nouvelles économiques ont fait bon train, évidemment, pendant les vacances. Je ne sais pas si tu étais sous les cocotiers au moment de l'annonce des 5,1 milliards d'euros pour la France, mais est-ce qu'on est gagnant ou pas? En fait, déjà, il faut dire une chose, c'est qu'on appelle ça un plan de relance, mais ce n'est pas du tout un plan de relance. 5 milliards, ce n'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment rien du tout même. Alors, le plan de relance français, c'est 140 milliards, hein. Il y a 40 milliards qui va venir de l'Union européenne. Là, on a reçu la première tranche, 5 milliards, et puis il y a 100 milliards qu'on va financer nous-mêmes. Et le plan de relance à l'échelle européenne, c'est à peu près un peu plus de 700 milliards. Mais ce n'est pas grand-chose. Là, tu as comparé avec les États-Unis. Les États-Unis, on est 2 fois, même 3 fois plus, parce que Biden rajoute chaque jour des nouveaux plans de relance. Et les Américains sont 2 fois moins que nous. Nous, on est 2 fois plus en Europe et on a 3 fois moins. Donc l'impulsion budgétaire américaine va être bien plus forte que l'impulsion budgétaire européenne. Et donc, quand on voit les prévisions de croissance, même s'il faut manier ça avec attention, mais quand on voit les États-Unis, normalement, en 2022, ils sont à
à un PIB supérieur de 8 points à celui de 2019, avant la crise du Covid, quand nous, on sera à 1 point de plus. Donc, non, ce n'est pas un plan de relance, ce n'est pas du tout suffisant, c'est plutôt même un plan de transformation, parce que, vous savez, en échange de cet argent qui nous est donné, derrière, en contrepartie, on nous demande de faire des réformes, notamment la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et le contrôle des dépenses publiques. Donc, on se donne l'apparence d'un changement qui est en fait un changement marginal, mais le fonctionnement de l'Union européenne et le raisonnement de nos dirigeants politiques est identique à celui que nous avons eu après la crise de 2008. Alors justement, tu nous parles des conditions de l'Union européenne à ces milliards. Lesquels sont-ils exactement? Il n'y a que la réforme des retraites et... Alors là, bon, ce qui nous a été mis en avant, c'est que pour la première fois, et c'est vrai, l'Europe emprunte, elle mutualise les dettes, c'est plus les pays qui empruntent chacun de leur côté. Donc voilà, pour eux, c'est un saut en avant, mais c'est des sommes, encore une fois, qui sont assez ridicules par pays. Et puis voilà, l'échange de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une série de réformes. Parce que dans la tête des Européens, comme dans la tête des grandes organisations internationales comme le FMI, quand on te prête de l'argent, il faut que tu t'assures d'un certain nombre de réformes qui, soi-disant, te placent dans une meilleure position pour pouvoir rembourser. Et ces réformes, c'est quoi? La France est engagée au contrôle des dépenses publiques dans le prochain quinquennat. Alors là, différents rapports, Arthuis, le rapport de la Commission des comptes, là, on va en parler tout à l'heure de la loi Woerth, Saint-Martin. Donc c'est le contrôle des dépenses publiques, et puis c'est les réformes structurelles, notamment la réforme des retraites qui doit passer et la réforme de l'assurance chômage. Donc c'est plutôt un plan de transformation qu'un plan de relance en réalité. C'est je te donne un petit peu d'argent, pas énormément, hein, alors on appelle ça de la relance, c'est très bien. Alors pour eux, c'est une révolution, mais j'imagine qu'ils étaient tellement dans leur tête coincés dans une politique économique libérale que ça peut sembler être une révolution, mais en échange, c'est réforme et contrôle de la dépense publique. Et là, ça nous met dans la même configuration que 2008, parce que 2008, on a eu cette crise financière, on a fait une impulsion budgétaire, plan de relance, qui était déjà moins fort, moins élevé que celui des États-Unis. Hein. Les États-Unis, en 3 ans, sont revenus à leur niveau de richesse d'avant-crise. Nous avons mis 7 ans, 8 ans dans la zone euro. Pourquoi? Parce que nous étions partis sur un bon rebond et trop rapidement, nous avons pratiqué de l'austérité et vouloir réduire trop rapidement les déficits. Ce qui a fait que nous avons finalement fait de la politique procyclique, c'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre la crise, nous avons en fait créé une propre crise. Et là, tout porte à croire que nous nous orientons dans ce type de politique, puisque finalement on nous dit qu'à partir de 2022, on va se resserrer les vis et on va contrôler la dépense publique et on risque de fabriquer une autre crise en réalité. Ouais, on va revenir sur les services publics parce que j'ai plein de questions. Mais là actuellement, qui va bénéficier du plan de relance? Quels secteurs stratégiques vont être... Alors, bon, là, normalement le plan de relance a été présenté pour un plan de compétitivité, un plan sur la transition écologique et puis un plan aussi sur le numérique. Une partie du numérique. Voilà, donc on va voir, mais il faut bien voir que dans ce plan de relance, ce n'est pas de l'investissement public, en fait. Il y a beaucoup, déjà en France, de baisse d'impôts, de choix en fait, pour améliorer ce qu'ils appellent la compétitivité, mais pas de l'investissement public fort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards? Enfin, si on veut rénover demain 500 000 logements par an, ce qui était la promesse de François Hollande, et ce que nous disaient déjà à l'époque toutes les associations sur la rénovation des bâtiments, 500 000, je veux dire, le Grenelle de l'environnement, c'est ce qu'il disait, 500 000 habitations par an, il faut 10 milliards. Et il nous faudrait 50 ans pour rénover l'ensemble des habitations à ce rythme-là. Alors qu'il y a urgence climatique, on en parlera dans le 3e sujet. Donc si demain on voulait rénover 1 million d'habitations par an, il nous faudrait 20 milliards. Donc là, avec 5 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pas grand-chose en réalité. On va un peu saupoudrer à droite et à gauche, mais c'est pas grand-chose. Alors comment faire? Parce que ce qu'on voit aussi dans les sondages, ce qu'a révélé la crise, même si moi je pense que ça a toujours été le cas, les Français sont très attachés aux services publics, ils sont très soucieux de leur dégradation et je pense que ça va être un gros sujet pour 2022, la dégradation des services publics. Tu nous dis que voilà, l'Union européenne elle n'a pas vraiment comme impératif de sauver les services publics français. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, en France, pour voilà, pouvoir bénéficier à un moment donné d'un plan de relance qui nous permette de sauver les hôpitaux, l'école, enfin tous nos services publics? L'Union européenne, mais pas que l'Union européenne, aussi nos dirigeants et nos élites françaises. Le rapport Arthuis, c'est un rapport qui a été commandé par Macron, c'est français. Et ils nous disent quoi? Qu'il faut couper dans la dépense publique. Et donc, finalement, la dépense publique, c'est quoi? C'est soit les retraites, soit les services publics. Les retraites, en grosse partie, je crois que c'est 300 milliards. Donc,
c'est un quart à peu près de la dépense publique, puis après sur les services publics. Ça, c'est Arthuis. Le rapport de la Cour des comptes, c'est pareil, c'est français. Et Macron, quand il s'est fait élire en 2017, c'était un plan de 60 milliards de baisse sur la dépense publique et suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Donc, nos élites françaises pensent comme les élites européennes et ils pensent contre le service public. Ça, la réalité. Alors que là, on l'a bien vu, pendant la crise du Covid, ce qui nous a sauvés, c'est la dépense publique. Enfin, le quoi qu'il en coûte, c'est de l'argent public. Sans ça, l'économie se serait effondrée. Le chômage partiel, c'est de la dépense publique. Vous voyez, l'hôpital, ça fait partie de la dépense publique. Les personnels de santé, la vaccination gratuite, etc. Tout ça est pris en charge, est pris en charge par l'État. Donc dire qu'à partir de demain, comme le veut Woerth et Saint-Martin, il faut corseter les dépenses publiques dans le prochain quinquennat, c'est le truc le plus stupide. Déjà, c'est ne pas tenir compte de ce que nous avons fait pendant la crise. Et deuxièmement, c'est ne pas tenir compte de la conjoncture possible. Là, il y a des grosses incertitudes sur la reprise. On ne sait pas ce qui va se passer. Même le Covid, on n'en est pas complètement sorti. Demain, il pourrait y avoir un scénario catastrophe avec un nouveau variant ou des nouveaux confinements un peu plus ciblés peut-être, mais quand même qui ralentiraient l'activité économique. Qu'est-ce qui doit combler ? Là, c'est le rôle de la politique contracyclique, les dépenses publiques. C'est un État planificateur aussi, ce que rejette un peu. Tout à fait. Et là, on va, je veux dire, corseter. Aucune règle économique dit qu'il faut corseter les dépenses publiques. Aucune règle économique dit qu'il faut qu'on soit à l'excédent. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'on est certes en déficit budgétaire, mais les États-Unis, ils ont été 3 fois en excédent en 50 ans. Je veux dire, l'Italie n'a jamais été en excédent. Donc, je veux dire, les pays ne cherchent pas tous à être en excédent. Donc, nous, il y a des politiques comme ça qui n'ont aucune compétence économique, qui décident de s'en prendre aux services publics, alors que c'est idiot. Demain, si on a une conjoncture qui ne repart pas assez vite, normalement, c'est la puissance publique, la politique contracyclique via les déficits qui doit soutenir l'activité, sinon ça s'effondre. Et là, et si on doit faire des investissements dans la transition énergétique, ou dans l'hôpital, ou dans l'éducation, c'est public, il faut les faire. Pourquoi corseter la dépense publique ? C'est idiot. Alors que des besoins sont là. On le verra avec notamment avec notre sujet sur Marseille. C'est une question un peu épineuse, mais est-ce que ce n'est pas un peu un cadeau empoisonné, ce plan, à un moment où les débats, même à gauche, sur le remboursement de la dette font rage ? Qui va rembourser ? Comment ça va se faire ? Alors, c'est déjà la première chose qu'il faut dire, il faut se calmer là-dessus, c'est que les dettes ont augmenté dans tous les pays du monde. Oui. Alors, je veux dire, si on était les seuls à avoir vécu le Covid, la question pourrait être plus légitime en disant, bon, nous, on a augmenté notre dette de 10, 15 points, alors que les autres n'ont pas eu le Covid et ils ont une dette qui est beaucoup plus faible. Là, il peut y avoir justement peut-être un problème parce que les investisseurs vont pas vouloir acheter de la dette française ou on va avoir des taux d'intérêt qui vont augmenter quand on emprunte de l'argent. Sauf que là, tous les pays ont été frappés, toutes les dettes ont augmenté dans le monde. Toutes. Oui. Donc voilà, tout est relatif. Vous savez, sur les 10 dernières années, enfin entre 2007 et 2017, la dette a augmenté plus vite aux États-Unis et plus vite au Royaume-Uni que chez nous. Donc il ne faut pas se laisser avoir par les discours pro-austéritaires, même pour 2022. C'est un épouvantail qu'on agite. Ces dernières années, sous Macron, on a retiré 50 milliards de baisse de rentrée fiscale par des cadeaux, notamment sur l'ISF, sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe d'habitation. 50 milliards, là, la dette, ce n'était pas un problème. Maintenant, pour mettre 3 à 4 milliards, mettre 1 milliard à Marseille, on dit « oulala, attention, il met énormément d'argent », on a retiré 50 milliards ces dernières années. Donc il faut arrêter. Non, la dette n'est pas un problème, elle est soutenable et les dettes ont augmenté partout. Voilà, il faut regarder ça, veiller là-dessus, parce qu'on ne peut pas... Mais en même temps, il ne faut pas en faire un problème. On peut encore aller chercher de l'argent à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Alors, autre actualité économique, moi ça m'a redonner un peu le sourire, peut-être, la fin du quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire. Oui. Une croissance à la hausse prévue pour la fin de l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, déjà, il y a une croissance de 6% qui est prévue, mais on a perdu 8% en 2020. Donc 8%, 6% n'est pas revenu au niveau initial. Ça, c'est la première des choses. Le quoi qu'il en coûte, il faut le dire, avec tous les défauts qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas de contrepartie, on a arrosé parfois des gens qui n'en avaient pas besoin, qui avaient de la trésorerie, qui auraient pu faire face. Donc il y a des choses qui ont été très mal faites. Et on a arrosé même des pollueurs, etc., d'argent public. Mais en même temps, dans cette situation-là, il fallait soutenir l'activité. Et c'est pour ça que nous avons mieux encaissé le choc, il y a eu le chômage partiel, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été, les intérims, qui ont été un peu, à mon avis, dans l'angle mort et qui ont mal vécu plus le premier confinement que les autres, parce que l'activité maintenait encore, mais ont été jetés dans la précarité, les étudiants, etc., où il aurait fallu rallonger un peu, pour moi, quelques lignes dans le quoi qu'il en coûte. Mais globalement, ça a permis de soutenir l'activité. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est que si ce quoi qu'il en coûte, on l'arrête trop rapidement, alors que nous ne sommes pas revenus à notre niveau d'activité, il peut y avoir, notamment pour les PME, des faillites en chaîne. Parce qu'il y a des prêts garantis, il y a des reports de charges, il y a des gens qui ont du mal à retrouver leur activité. On n'est pas encore sorti du Covid. Je veux dire, après, là, on est dans la dernière ligne droite pour les présidentielles. Donc,
on peut s'attendre à ce que le gouvernement continue un peu de soutenir. Oui, mais il a l'air de faire l'inverse. Ils ont l'air de vouloir faire l'inverse, là. Donc, c'est un pari qu'ils font. Je pense que dans le programme que doit donner Macron pour satisfaire une partie des dirigeants européens, mais également des dirigeants, on va dire, du patronat, c'est de montrer qui sait gérer la boutique, qui tient compte des déficits, qui tient compte de la dette, etc. Moi aussi, j'en tiens compte. Mais je dis juste que là, si on arrête trop rapidement le quoi qu'il en coûte, on peut faire comme on a fait à l'époque de 2011, c'est-à-dire, en fait, recréer une autre crise de toutes pièces. Parce que si l'économie ne repart pas comme elle doit repartir, s'il y a un nouveau variant, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, parce qu'on n'est pas encore sorti du Covid, vous voyez, s'il y a des confinements locaux pour X ou Y raison, comme on le voit aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique, il va y avoir un problème sur l'activité économique. Et s'il y a un problème sur l'activité économique, les premiers qui vont subir des pertes sont les petits, les PME. Et là, ça peut être assez dramatique. Donc moi, je ne serais pas aussi pressé, je regarderai, alors là, ils le font progressivement, ils le disent, mais je ferai quand même attention que le coup de rabot ne soit pas trop brutal pour certains secteurs. Donc on ne va pas tirer les bonnes conclusions de la crise de 2008. La crise de 2008, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on avait vraiment... Les États-Unis sont allés à 10% de déficit pour soutenir leur activité. Ils s'en foutaient des déficits. Nous, on était à 5, 6, 7, on a commencé à avoir peur. On s'est dit, là, il faut arrêter le soutien parce qu'on était sur la phase du rebond. Au début, on suit la même chose que les États-Unis. C'est-à-dire qu'on est tombé avec la crise, on rebondit. Et là, les États-Unis, eux, ils continuent, ils montent. Ils retrouvent en 3 ans leur niveau de richesse d'avant-crise. Et nous, on met après, avec cette austérité, on met à peu près 6-7 ans à retrouver ce niveau d'avant-crise. Et donc, entre 2007 et 2017, vous avez 1,5 million de chômeurs en plus en France, parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien. Vous voyez, c'est quand même difficile. Donc, on a mis un temps fou. Donc là, moi, je pense que si on tient compte de cette règle, on doit comprendre que là, et les États-Unis n'hésitent pas avec ça, même le Royaume-Uni n'hésite pas. Ils sont plus pragmatiques d'un point de vue économique. Voilà. Là, il faut soutenir l'activité jusqu'à ce qu'on soit remis sur pied. Et là, comme il y a encore des incertitudes sur la question sanitaire, on n'est pas encore revenu à notre niveau d'activité, ça fait quand même beaucoup pour lâcher prise tout de suite. C'est la rentrée pour tout le monde, et même pour Emmanuel Macron. Celui-ci s'est rendu dernièrement dans la cité phocéenne pour une visite exceptionnelle. Destination française prisée par la jeunesse sous les feux des projecteurs du Festival de Cannes avec le film Bac Nord, Marseille suscite de plus en plus d'intérêt. 3 jours de déplacement où le président s'est rendu dans les quartiers nord à la rencontre des élus locaux et des habitants pour annoncer un plan de grande ampleur pour venir en aide à la ville. 3 jours. Il s'agit du plus long déplacement présidentiel du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il n'a pas ravi tout le monde. Le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, s'est empressé de qualifier ce déplacement d'insupportablement monarchique. Et à l'extrême droite, on se rit d'un déplacement qu'on estime arriver bien trop tard. Il est vrai que les problèmes de Marseille ne datent pas d'hier. Ville fragmentée entre le nord et ses quartiers pauvres, chauds et un centre historique, ville rongée par de nombreux trafics et la criminalité, des services publics de plus en plus dégradés. Bref, répondre rapidement aux besoins de la ville semble devenu quasiment impossible. Et pourtant, c'est bien la volonté du président qui a annoncé un plan massif et durable de plusieurs millions d'euros. Alors Marseille, justement, moi j'y étais quelques jours durant l'été. Ça me semble être un très bon choix de la part du président d'avoir choisi un gros déplacement comme ça de rentrée à Marseille. J'ai l'impression qu'il tente d'apporter de vraies solutions à la ville. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, on voit, il se déplace, il rencontre les gens, il est très content. Bon, c'est le rôle aussi d'un président. Mais il y a un certain nombre quand même de statistiques quand on regarde. Enfin, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est les moyens de l'État qui ont été diminués dans beaucoup de secteurs. L'éducation. Vous savez, quand il s'est déplacé, la plupart des gens lui ont dit quoi ? On a besoin de moyens. Moyens dans les collèges, dans les infrastructures. À Marseille, il y a une grosse demande sur les infrastructures scolaires. Bien sûr. Et là, c'est des choses qu'il aurait dû voir même en arrivant à son quinquennat. Et lui, il a mené la politique inverse. En fait, ce qu'il a cru, Macron, c'est que les quartiers populaires allaient être... le problème du chômage dans les quartiers populaires allait être résolu grâce aux plateformes Uber, Deliveroo, etc. C'est lui qui a même théorisé l'ubérisation de l'économie. Donc, il avait même dit à Mediapart, voilà, moi, qu'est-ce que je dis aux jeunes de Stein qui cherchent un travail, alors qu'Uber leur donne un travail, qu'est-ce que je vais dire à Uber ? Je vais rien dire. Ils ont ce travail-là, c'est mieux plutôt qu'ils restent. Il avait dit, je crois, qu'ils tiennent le mur, quelque chose comme ça, il avait dit. Donc, il a cru en fait que la précarité allait être résolue par le travail précaire. Ce qu'il n'a pas compris, en fait, c'est que l'économie informelle, tous les types de trafic de l'économie illégale s'alimentent sur la précarité. C'est dans le monde entier.
Les quartiers pauvres sont les quartiers où il y a le plus de trafic, notamment le trafic de drogue. Hein, c'est pas là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des moyens. Déjà, la première chose, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il faut le dire. Déjà, dans l'éducation, l'école, hein, les écoles, là, ils ont tous réclamé la même chose. Ils n'ont pas demandé des policiers, ils ont demandé des moyens, la plupart des gens. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé plus de répression, ils ont demandé des moyens. C'est tout. Vous regardez aujourd'hui le coût que l'on consacre à un élève, il est un des plus faibles dans les pays de l'OCDE en France. Voilà. Ça, c'est une réalité. Les profs sont très mal payés en France. Vous voyez, Oui, vous regardez dans les... C'est les moins bien payés d'Europe. Voilà, vous regardez dans des quartiers... on compare souvent les quartiers de Marseille à des quartiers en Seine-Saint-Denis. Mais vous regardez par exemple en Seine-Saint-Denis, en termes d'heures dispensées, le collège de Seine-Saint-Denis, le mieux doté, est moins bien doté que le moins bien doté de Paris. Vous voyez, donc le mieux doté en termes d'heures dispensées est en dessous du moins bien doté à Paris. Il n'y a aucun investissement Donc voilà, il y a des inégalités qui sont énormes. Vous voyez, et ça, je ne suis pas sûr que la politique de Macron, qui visait à précariser, à flexibiliser le marché du travail, donc à flexibiliser la partie des gens qui vivent à Marseille, qui sont employés ouvriers dans ces quartiers-là, c'est ça majoritairement, et qui sont en CDI. Ça, là, on fragilise leur situation. Puis ensuite, pour les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, on leur dit qu'un avenir chez Uber ou Deliveroo, c'est très bien. Non, ce n'est pas la solution. Derrière, il faut des investissements massifs et ça va prendre du temps. Et lui, il a cru que ça allait être ça la solution. C'est pas un travail très protégé. C'est pas un travail protégé. Je veux dire, c'est pas la précarité qui permet. Enfin là, ce qui est grave, c'est que l'économie informelle et le trafic de drogue est la première entreprise qui emploie dans ces quartiers-là. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, les chiffres d'affaires de la drogue, c'est le chiffre d'affaires de multinationales. Et donc, qu'est-ce qu'on oppose à ça? Penser qu'on puisse opposer de la répression, c'est une erreur. Je veux dire, au Mexique, ils ont mis l'armée contre les cartels de drogue. Les cartels de drogue ont augmenté. C'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut de l'éducation, de l'investissement dans les infrastructures. Il faut que l'État revienne dans ces quartiers-là, qu'on voit le service public. Là, on le voit plus. Je veux dire, et même quand on parle des policiers, il y a moins de policiers dans ces quartiers que dans d'autres. Dans le 93, il y a moins de policiers dans certaines villes que sur Paris. Il n'y a pas d'investissement dans la police de proximité du tout, d'ailleurs. Il n'y en a pas. En fait, c'est des populations qui sont souvent plus jeunes. Donc, qui sont plus confrontées au chômage. D'accord? Et c'est des populations qui sont plus précaires. Donc, normalement, là, il faut de l'investissement dans la formation, dans l'éducation, il faut dans les loisirs, la culture, enfin, il faut tout faire pour que ces jeunes-là, dans la précarité, avec des taux de chômage 3 fois plus élevés dans ces quartiers, des taux de pauvreté parfois jusqu'à 50%, ne soient pas aspirés aussi facilement par l'économie informelle qui leur offre un revenu et des emplois. Donc toi, tu crains que s'il y a des investissements qui soient faits à Marseille, ils ne concernent que la police et que ce ne soit pas un véritable plan Bon, déjà, 1 milliard, ce n'est pas grand-chose. Oui. Voilà. Deuxièmement, il faut être sûr que ces investissements aillent là où on veut qu'ils aillent. Voilà. Et il faut qu'ils aillent dans les... Enfin, 1 milliard, c'est rien, parce qu'une piscine... Enfin, vous avez vu, moi, j'ai vu une statistique sur des enfants de ces quartiers-là qui ne savaient pas nager à Marseille. Ils vivent à Marseille, ils ne savent pas nager. Vous voyez, ils vivent près de la mer. Pourquoi il n'y a pas de piscine municipale? Il n'y a rien. 1 milliard, c'est rien. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit coup de peinture sur 2-3 écoles? Enfin, c'est pas possible. Non, mais c'est pas suffisant. Pour une ville qui a des gros problèmes comme ça, avec des taux de pauvreté aussi élevés, avec des taux de chômage aussi élevés, bon, là, si les entreprises privées n'arrivent pas à leur donner des boulots, il faut que ce soit l'État qui leur donne du travail. Et comment on leur donne du travail? Justement, en ayant un plan d'infrastructure, de construction, de rénovation, en employant des jeunes et ainsi de suite. Il faut que l'État retrouve, voilà. Et puis, il faut que, via l'éducation, on voit que pour cette jeunesse-là, l'éducation est un investissement. Voilà, et pas un coût. Or là, on a géré tous les services publics, pas avant Macron déjà, mais Macron a été encore plus dans cette logique. On a géré tous les services publics comme si ce n'était pas des investissements, mais comme si c'était un coût. L'hôpital, avant la pandémie, c'était un coût, il fallait faire des économies, 1,2 milliard en 2018, on s'est rendu compte que non, c'était un investissement. Là, l'éducation, ça doit être un investissement. Il y a des quartiers plus difficiles où il faut qu'il y ait une offre d'éducation, de formation qui soit un peu plus adaptée parce qu'on est dans des quartiers plus difficiles. Je veux dire, la Courneuve, moi, c'est une ville que je suis, je répète toujours cet exemple-là parce qu'il m'a marqué. On a des taux de pauvreté très proches de ces quartiers à Marseille, 50% de la population, 3 fois plus de chômage. Si à l'école, vous retirez les cours du soir et que vous passez les classes de 28 à 35 élèves, et ben là, vous retirez des moyens, clairement, à une population qui est plus jeune et dans laquelle on devrait investir. Alors oui, tu le disais, la dégradation des services publics à Marseille, c'est une catastrophe. En 2019, on a assisté à une catastrophe en plein centre-ville d'un immeuble rue d'Aubagne, en plein centre-ville, qui s'est totalement effondré. À Marseille, il y a aussi un côté, je pense, un peu plus spécifique, parce que c'est une ville qui a été très marquée par la corruption. Les Marseillais, enfin certains en tout cas, parlent parfois en rigolant de ce tramway à Marseille qui suit exactement les mêmes lignes du métro, qui fait qu'il y a plein d'endroits à Marseille qui ne sont absolument pas desservis et
où on voit qu'en fait, beaucoup d'argent a été mis dans quelque chose de pas très, très utile. Est-ce que, pour répondre à cette question-là, ce ne serait pas plus logique que ce soit l'État directement qui s'occupe de relancer un peu l'activité à Marseille, d'investir, etc., et non pas les collectivités territoriales, pour justement limiter les problèmes de corruption? Alors, je suis pas un historien qui connaît toute l'histoire de Marseille comme ça. Je regarde, déjà, il y a eu un changement d'équipe au niveau municipal. Là, il y a un changement d'équipe qui était plutôt un collectif citoyen, avec des gens du Parti socialiste, mais d'autres, des écologistes et tout. Ils ont l'air d'être beaucoup plus investis sur ces questions-là, en tous les cas, peut-être que ne l'étaient les précédents, même si, encore une fois, je n'ai pas une connaissance parfaite de la ville de Marseille. Mais ce que je vois, c'est que sur les collectivités locales, on a eu une politique très forte d'économie qui a été menée sous François Hollande, à partir de 2015, qui a été poursuivie plus fortement sous Macron. Macron voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, dont 70 000 dans les collectivités locales. Donc, on ne peut pas dire que l'État reprend les choses en main. L'État fait tout pour se désengager d'année en année. Et donc, c'est ça la réalité. Et en fait, ce qu'il faudrait, moi, c'est ce que je dis, c'est de tenir compte de la spécificité de certains quartiers, de certains territoires qui sont beaucoup plus pauvres, où les taux de chômage sont plus élevés, et où là, si on ne fait rien, on sait où est-ce que ça va mener. C'est-à-dire que c'est l'économie informelle qui va prendre le relais. Donc, quand il n'y a plus de travail dans le secteur privé, il faut que, normalement, l'État intervienne et compense. C'est pareil, mais c'est pareil pour les territoires où des usines ferment. Si les usines ferment et qu'au même moment, on retire des moyens au territoire, on réforme l'assurance chômage, ben on laisse des populations sans rien. Je veux dire, et là, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Soit elles se vendent au moins cher possible à un Deliveroo quand il y a des Deliveroo, ou soit elles font du travail précaire, mais ça ne peut pas être un avenir, vous voyez? Ça ne peut pas être un avenir. Et là, c'est pareil. Dans ces quartiers-là, force est de constater que c'est les trafics qui l'emportent sur le reste. Donc là, il faut y mettre des moyens à la hauteur. Et il y avait eu ce rapport du maire de la Courneuve qui était sorti en 2019, où d'ailleurs Samia Gheli était également intervenu, je me souviens, quand on avait présenté ce rapport-là. Lui, il prévoyait un plan pareil, avec un certain nombre de mesures adaptées à ces quartiers-là. Et on était sur une enveloppe, alors pas que pour Marseille, mais sur une enveloppe qui dépassait les 10 milliards. Donc moi, je pense qu'à un moment, quand vous avez plusieurs maires qui utilisent des termes comme le maire de Stein, de tiers-France, pour décrire sa commune, etc., c'est qu'il faut des moyens à la hauteur. Voilà. Et ça, on ne peut pas faire comme si on venait de le découvrir. Et moi, ce qui me dérange avec Macron, là, c'est qu'il fait comme s'il l'avait découvert. Il descend, il fait un peu campagne, quoi. Et comme il va faire une campagne qui va plus être axée, sa campagne, ça va plus être la Startup Nation. Ça va plus être le cadre de ville. Ça marche plus, ça, il a compris. Ouais. Ça va plus être... C'était ça avant, l'ubérisation, la Startup Nation. Voilà. Là, il a compris que ça marchait plus. Donc là, il a fait son tour de France dans les territoires. Marseille symbolise l'opposition à Paris, donc l'opposition à la start-up, un peu au cadre, etc. Enfin, donc là, même s'il a toujours montré un intérêt avec Marseille, mais là, il y a une volonté, il y a une volonté de faire campagne. Alors que dans les chiffres, même sans faire campagne, il aurait pu se rendre compte depuis longtemps qu'il y a un gros problème dans certains quartiers marseillais en termes de chômage et de pauvreté et de retrait de l'État, et qu'il fallait faire quelque chose. Je vais parler de quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui a été très réactif, puisqu'il a quasiment, mais immédiatement réagi au déplacement du président. Il faut tout raser, tout repeupler autrement à Marseille, nous dit Manuel Valls. Il avait déjà annoncé, quand il était Premier ministre, un plan d'aide pour Marseille. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que... Enfin, raser, c'est quand même quelque chose de... C'est quelque chose... Effectivement, il y a des grands ensembles qui étaient prévus pour quelques années et qui existent encore aujourd'hui, qui ne sont pas rénovés et qu'il faudrait probablement rénover. Après, le raser, repeupler, enfin, j'aime pas ce type d'expression, me gêne très fortement. Parce que la question, ce n'est pas qui habite dans ces quartiers-là. C'est quels emplois ils ont, quelle offre ils ont pour l'éducation, quelle offre ils ont pour... Parce que vraiment, vous regardez quel logement ils ont, etc. En fait, c'est vraiment un cumul de handicaps dont on est au courant. Vous faites un enfant, vous avez moins de place en crèche, là-bas, vous avez moins de moyens pour l'éducation, et ainsi de suite. Vous avez moins d'agents à Pôle emploi, alors vous avez plus de taux de chômage. Vous voyez, c'est un cumul de handicaps qui fait qu'on ghettoise un quartier, au bout d'un moment. On ghettoise. C'est-à-dire que c'est les gens les plus pauvres qui y vivent, ceux qui sont au chômage, on n'a rien donné pour qu'ils trouvent un emploi, il n'y a pas de place en crèche, il y a moins de moyens de réduire. Donc, à un moment, là, voilà, vous avez déjà que la mobilité sociale est très faible, l'ascenseur social est très faible en France, mais alors là, vous les enfermez dans une trappe à pauvreté. Et donc là, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Et vous avez plein de cas.
sur l'emploi, sur la formation, sur l'éducation et sur le fait que voilà, chacun puisse avoir un emploi, donc les services publics comme la petite enfance, etc., qui accompagnent tout ça. Et quand vous avez moins d'agents à Pôle emploi dans certains de ces quartiers-là qu'à Paris, où vous avez pratiquement que des cadres, il y a un vrai problème. Ça veut dire que là, le service public est au service de ceux qui n'en ont pas besoin, en fait. Vous voyez, c'est un vrai problème. Quand il y a des déserts médicaux, c'est un problème aussi, enfin, et ainsi de suite. Donc, il y a une reconquête à faire dans ces territoires. Voilà. Et ce n'est pas une question de repeupler, de casser. Vous pouvez repeindre un bâtiment dans la couleur que vous voulez, vous pouvez casser et remettre d'autres trucs. Si vous n'avez pas résolu le problème de l'emploi, le problème des services publics, et ben dans 10 ans, même dans 5 ans, on sera au même point. Voilà. Donc, ce n'est pas le problème de la population, enfin, le logement, il faudrait des meilleurs logements, ni le fait de repeindre des bâtiments. C'est voilà, les infrastructures à remettre à neuf, l'emploi à trouver, le service public à remettre sur place. Et après, voilà, peut-être qu'on aura une... Mais la répression et le déplacement de population, je pense pas... Enfin, voilà. Moi, j'ai du mal avec se dire qu'il y a un type de population qui est problématique et un type qui n'est pas problématique. C'est des conditions qui vous fait que vous devenez problématique et pas un type de population. C'est un rapport sur la crise climatique publié le 9 août 2021 qui devrait tous nous alarmer. Le climat change partout dans le monde beaucoup plus vite que prévu et les catastrophes naturelles semblent d'ores et déjà se multiplier. 234 scientifiques de 66 pays sur la base de plus de 14 000 études alertent. Il n'y a pas de quoi être optimiste. Et les engagements des accords de Paris en 2015 semblent déjà caducs. Un réchauffement non pas de 2 degrés est attendu, mais de 4 à 5 degrés. Il n'y a plus aucun doute, la crise climatique aura bien lieu. Mais cela ne semble pas davantage intéresser les pouvoirs publics. Pourtant, disséminées ça et là, les déclarations des membres du gouvernement y font bel et bien référence. Alors Thomas, le rapport du GIEC, c'était clairement pas la bonne nouvelle. Comment est-ce que ça a été perçu, selon toi, dans le champ médiatique, par les concitoyens ? C'est sorti, je crois, quasiment le même jour que la signature ou que l'arrivée de Messi au PSG. Donc, l'actualité a beaucoup parlé de Messi. Bon, ça a été quand même traité, mais c'est traité vraiment, alors que ça devrait être vraiment la boussole de nos politiques économiques. C'est très central, là, parce que là, on n'a qu'une seule planète vivable. S'il y a un problème, c'est fini, quoi. Donc là, ça devrait être vraiment la boussole. Et en même temps, ça passe entre une actualité avec Messi qui arrive et un cambriolage qu'il y a eu dans telle maison, je ne sais où. Et au milieu, vous avez le rapport du GIEC qui dit que c'est catastrophique. Et puis, on passe à autre chose. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris la mesure, en fait, de ce rapport-là. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, j'imagine aussi qu'à l'échelle nationale, c'est difficile de se sentir si impliqué. Enfin, on peut en tout cas se sentir désœuvré, parce que les discours très culpabilisants contre les citoyens français, etc. Bon, quand on sait que, déjà, on n'est pas le pays le plus polluant au monde, loin de là, il y a quand même des géants de la pollution, ouais. Et que, évidemment, en tant qu'individu, c'est compliqué de se sentir un petit peu écrasé par tout ça. C'est difficile de savoir comment répondre à ça, quoi. Donc, Mais oui, et surtout que, en fait, la culpabilisation de l'individu, c'est la seule politique qui est mise en place depuis une dizaine d'années. Ouais. On te culpabilise parce que tu as mangé trop de viande, parce que tu as... Alors, tout est en vente libre, bouteilles en plastique, etc. Voilà, tu dois prendre ta voiture pour aller travailler. Alors qu'en fait, il faudrait plutôt se concentrer sur la production, l'encadrement, la régulation de la production. On culpabilise le consommateur en bout de chaîne. Comme si le consommateur, il avait enfin, vous cherchez une bouteille en verre, par exemple, si vous ne voulez pas de plastique, vous ne la trouvez pas difficilement. Voilà, les rénovations des bâtiments, vous voulez rénover votre logement, ça coûte 10, 20 000 euros, personne ne peut les mettre, enfin tout le monde ne peut pas les mettre. Enfin, donc on base l'effort sur le consommateur, ce qui est un vrai problème. Mais il faut quand même ne pas oublier que quand on regarde quand même le panorama qui est dressé du GIEC, et quand on regarde comme ça le panorama de la consommation d'énergie, etc., c'est quand même assez dramatique. C'est-à-dire que dans le monde, 80% des énergies consommées, c'est des énergies polluantes. C'est-à-dire charbon, pétrole, gaz. 80% dans le monde entier. C'est quand même déjà hallucinant. Vous dites, mince, il y a 20 ans... Après, pareil, ça, c'est pas le cas en France. En France, non, parce qu'on a le nucléaire, qui est un autre type de pollution, qui représente à peu près 40% de notre bilan énergétique. Notre bilan énergétique, pas notre consommation d'électricité, bilan énergétique. Empreinte carbone très voilà. faible. Oui, mais par exemple, en France, vous regardez, on consomme par jour 2 millions de barils de pétrole, c'est l'équivalent de ce que produit le Koweït. En fait, vous regardez, mais les responsables, on sait, les 10 pays les plus riches, consomment plus de 60% de l'énergie mondiale. C'est-à-dire, sur le pétrole, nous, c'est 2 millions de barils par jour. C'est l'équivalent je vous dis, du Koweït. Les États-Unis, c'est 18 millions de barils par jour. Sur 80 millions de barils, 90 millions de barils produits par an. C'est-à-dire, les 10 premiers pays consomment largement
Et il y a d'autres pays qui veulent aussi se développer, vous voyez, et qui vont consommer. Donc la problématique, vous vous demandez comment on va sortir de ça. Et la réalité, c'est que ceux qui doivent faire des efforts, ce sont les pays riches. C'est ça la réalité, dont on fait partie. Même si nous ne sommes pas les moins polluants, on pollue moins que les États-Unis, c'est sûr, et que le Royaume-Uni. Mais ou que l'Allemagne, par tête, exactement. Mais nous devons quand même, malgré tout, faire des efforts. Alors, faire des efforts, ça ne veut pas dire nous, moi, parce que l'ajustement est très faible en réalité du consommateur. C'est la réglementation, les réglementations qu'on impose à un moment sur les producteurs, les débats sur le libre-échange, sur les traités de libre-échange. Est-ce que c'est bien d'importer finalement de la viande et de lui faire traverser 10 000 km alors qu'on peut la produire chez nous? Voilà, c'est des questions qu'il faut poser. Est-ce que c'est bien d'importer des légumes que l'on pourrait produire chez nous? Est-ce que c'est bien de manger des légumes à toute saison, enfin, sans tenir compte des saisons? Il y a quand même tout plein de choses comme ça qu'il faut reposer tout et remettre tout à plat, parce que là, la situation est de fait catastrophique. Quelles mesures d'urgence seraient à prendre là, mettons, hypothétiquement, tu es ministre, quel serait tout de suite là quelque chose à faire pour pouvoir répondre? Alors, la première chose, moi, c'est que j'arrêterais, déjà, je stopperais toute signature de traité de libre-échange. Je stopperais ça. Voilà, j'essaierai de localiser au mieux. Mais je regarderai en fait quelles sont les grosses dépendances en termes de... Parce qu'on a des dépendances parfois sur certains produits. Je regarderai si c'est essentiel ou pas. Parce que est-ce qu'on a besoin d'avoir tout le temps des kiwis? Enfin, vraiment, il y a une question... Non, mais c'est vrai, il y a des questions. C'est vrai, de la voilà. mangue. J'arrêterai, en tous les cas, tous les traités de libre-échange, parce que là, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Je ferai en sorte que les banques arrêtent de financer des projets climaticides, comme on dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde est conscient que sur les réserves prouvées de pétrole et de gaz, on doit en laisser 2/3 sous terre, de celles que l'on a prouvées, qui sont accessibles. Pas celles qui sont possibles, celles que... Et pourquoi on finance des projets pour aller voir si nous avons du pétrole à plus de 1500 mètres de profondeur en Guyane? Est-ce que ça sert à quelque chose? Puisque déjà, sur les réserves prouvées, on doit laisser 2/3 sous terre. Donc moi, ce type de financement, je les stopperai tout de suite. Donc j'interdirai aux banques de faire des financements dans les énergies fossiles. Voilà. J'interdirai, parce que nous avons des réserves prouvées qui nous permettent déjà de rouler, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne roule plus du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on ne cherche plus des investissements de 5-10 ans dans des pétroles non conventionnels ou du offshore très profond. On arrête ça. Je rénoverai les bâtiments, très fortement. Là, comme je l'ai dit au début, je mettrai 1 million de rénovations. Il y a 25 millions d'habitations à rénover. 1 million de rénovations par an. Ça coûte 20 milliards. Je les mettrai avec de l'argent public, puisque finalement, le privé n'y va pas, les consommateurs n'y vont pas suffisamment. Donc, il faut combler avec de l'argent public. Ça crée de l'emploi non délocalisable. Quand le bâtiment va, tout va en France, c'est ce qu'on dit. Donc, tout irait bien. Je ferai ça. Puis après, j'essaierai pareil, un certain nombre, après sur la pollution, interdiction de bouteilles en plastique, vraiment des régulations très fortes sur les entreprises qui savent s'adapter quand on les régule en réalité, quand il n'y a pas ce jeu de chantage. Et puis après, j'essaierai de développer l'économie circulaire. Donc il y a un certain nombre de mesures, parce que c'est pas une seule... En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les seules mesures mises en place et défendues par les économistes, c'est un marché du carbone. Donc déjà, alors, il y a un marché qui ne fonctionnerait pas bien, on en rajoute un marché du carbone pour corriger le premier marché. Ce marché du carbone, pour le mettre en place, ça mettrait 5-6 ans et ça a été un échec quand on l'a mis en Europe. Le prix du carbone a chuté à 5, il devait être à 100, c'est très mauvais. Donc le prix du carbone, c'est un élément à prendre en compte parmi un ensemble de mesures. Ça ne peut pas être la mesure centrale. Et les premières mesures, c'est d'investir, encore une fois, la rénovation des bâtiments, la régulation des grandes entreprises, l'arrêt du libre-échange, la limitation, la voiture qui consomme moins, les petits moteurs, ainsi de suite, le développement des transports en commun. Il y a plein de choses que l'on peut faire, vous voyez. Le numérique aussi qui a sa part de pollution parce que là on veut encore faire une transition avec le numérique, mais le numérique qui pollue énormément en termes d'émissions de CO2, comment on limite ça et ainsi de suite. Donc il y a un tas de choses qu'on peut mettre en place, mais c'est un vrai défi technologique. Et puis moi je pense qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se rendent compte que ça peut plus fonctionner comme ça. Voilà. Alors, il y a des mesures qui sont possibles, tu viens de nous le dire, mais alors pourquoi, comment, encore une fois, à droite comme à gauche d'ailleurs, on nous parle encore de la taxe carbone? Parce que... Sur les ménages. Sur les ménages. Parce que on part du principe que réglementer la production, c'est-à-dire imposer des contraintes aux producteurs, et encore une fois, un producteur, on peut lui dire, des étudiants de grandes universités américaines ont demandé aux pétroliers, voilà, ils ont dit, vous avez tant de réserves, vous ne pouvez en utiliser qu'un tiers. Quel est votre stress test financier? C'est-à-dire, comme vous savez que vous valorisé en fait, vos réserves, c'est un produit financier, vous les valorisez dans votre bilan, ce qui fait que l'action de la compagnie vaut un peu plus cher. Vous valorisez ça dans vos bilans, et des étudiants ont demandé, vous êtes climato-sceptique? Non. Vous croyez au climat? Oui. Alors qu'est-ce que vous allez faire de vos réserves pétrolières, puisque vous n'allez pas pouvoir toutes les utiliser? Faites-nous des scénarios.
Les mecs ont dû répondre. C'est ça, oui, c'est des étudiants américains qui ont fait ça, de grandes écoles américaines. Donc c'est ça, en fait, il faut dire aux entreprises, aux multinationales, que maintenant, voilà, ça va être fini pour des raisons climatiques. Si elles ne sont pas climato-sceptiques, elles doivent s'adapter. Et en général, quand on leur pose des contraintes, elles s'adaptent. C'est vrai, elles s'adaptent. Oui, bien sûr. On le voit bien, c'est que les gens, aujourd'hui, ne veulent pas poser de contraintes, désarment l'État et donnent encore plus de pouvoir en baissant la fiscalité, ainsi de suite, en déréglementant les marchés des capitaux, le marché du travail. Elles donnent beaucoup plus de pouvoir, finalement, aux entreprises et aux profits de court terme qui ne sont pas viables avec une lutte contre le réchauffement climatique. Donc moi, je réglementerai très fortement ces entreprises. Aujourd'hui, la réforme les réformes à mettre en place doivent être faites sur les grandes entreprises qui doivent s'adapter pour que l'alignement entre, on va dire, les profits, activités soit relié à celle de la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme on part du principe que ça, c'est impossible, on va dire il faut que le consommateur s'adapte. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises tellement puissantes qu'elles peuvent vous dire, je vous l'ai dit, il y a une pub d'un jeans célèbre qui vous dit quasiment n'achetez plus de vêtements. Et c'est ça, sa pub. Et en même temps, il a des boutiques dans le monde entier, il produit dans les conditions les pires. Et voilà. Et d'autres boissons gazeuses peuvent vous dire ne buvez pas de sucre, alors qu'il n'y a que du sucre dedans, mais vous achetez quand même. Donc ça, le problème, il est là. Voilà. C'est là qu'il faut taper. C'est la fin de l'Instant Porcher. Merci de l'avoir suivi avec nous, d'être de nouveau au rendez-vous pour cette prochaine saison qui s'annonce très riche. Cette émission, comme toutes les autres émissions du média, est financée par nos donateurs et nos sociaux. Pour nous aider, n'hésitez pas à faire un don aux médias. Et nous, on vous retrouve lundi prochain. Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1700 contributeurs sur Ulule. Vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique ressemble à ça pour 2022. Ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. L'écologie, ça commence à bien faire ? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule.